passer au dernier orateur. Si la prévention et la vaccination l'ont rendu moins mystérieux, le papillomavirus humain présente encore de nombreuses zones d'ombre. Au cours des dernières années, certaines avancées marquantes sur le plan scientifique ont été réalisées. Monsieur le Président, c'est le professeur Herfs que vous allez accueillir. Il va notamment nous parler des sous-variants et des cellules cibles. Oui, donc Michael Herfs, licencié en sciences biomédicales à l'Université de Liège. Il a fait une thèse de doctorat sous la supervision du professeur Bonnevet et Delven, puis un séjour postdoctoral de 2 ans à Boston, à l'Université de Harvard, avant de revenir à Liège, où il a été aspirant, chargé de recherche, chercheur qualifié FNRS depuis 2018, et il dirige aujourd'hui le laboratoire de pathologie expérimentale à l'Institut Giga. Donc depuis plus de 20 ans, je pense maintenant, il travaille sur des papillomavirus humains, et nous allons écouter ce qu'il a à nous dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens. Effectivement, nous allons faire un petit peu une sorte de grand écart, passant des neurosciences vraiment maintenant au cancer et aux liens qui existent entre certains virus et la cancérisation. En fait, ce lien est en fait pas nouveau du tout. C'est un lien qui existe depuis plus d'une centaine d'années et qui fut observé la toute première fois, pas chez l'humain du tout, non, chez le poulet. Où en fait, Peyton-Roos s'est rendu compte qu'en fait, en prenant un infiltrat d'un poulet malade ayant une tumeur, et le mettant chez un poulet qui était totalement sain, le poulet sain développait un cancer par la suite. On s'est rendu compte bien des années plus tard qu'il venait accidentellement de découvrir le virus qu'on a appelé le virus du sarcome de Roos. Et le premier, en fait, virus oncogène chez le mammifère qui fut observé, c'est pas chez l'homme non plus, c'est chez en fait le lapin, et c'est un papillomavirus, nous allons y revenir par la suite. Et les découvertes se sont accentuées vraiment très très rapidement dans les années 60 avec la découverte de l'Epstein-Barr, avec l'hépatite B, ensuite au début des années 80 avec HTLV1 par Robert Gallo et le papillomavirus qui est ici au centre de cette présentation, l'hépatite C un petit peu plus tard, et plus récemment le poliomavirus de Merkel, avec justement l'avènement des techniques de séquençage, on a découvert ce petit poliomavirus qui avait échappé au radar, comme ça, et on s'est rendu compte qu'il était dans 80% des cas l'acteur principal des poliomavirus, justement des carcinomes de Merkel, carcinomes neuroendocrines relativement rares au niveau cutané. Et en fait, si votre but dans la vie c'est d'obtenir le prix Nobel, je vous donne une piste ici. Si vous découvrez un virus qui est en fait oncogène, vous avez une chance sur 2 d'obtenir environ le prix Nobel, ce qui est beaucoup plus que n'importe quel chercheur lambda en fait. Et donc voilà, ça vous donne une petite piste de réflexion. Pour se focaliser maintenant sur les papillomavirus, en fait cette découverte date de 1983, de novembre, au DKFZ Heidelberg en Allemagne, où en fait Harald Gerhardsen et son équipe ont détecté l'HPV-16 et l'HPV-18 dans la grande majorité des cancers du col. 6 mois plus tard, c'est mon mentor américain, c'est chez lui que j'ai été faire mon postdoc aux États-Unis à Harvard, c'est Christopher Krum qui les a découverts dans les lésions précancéreuses, très importantes parce que ça voulait dire qu'il y avait donc un lien étiologique, un lien causal justement avec le développement entre le virus et le cancer. Et dans les années qui ont suivi, c'est tout le développement de la biologie moléculaire, expliquer un petit peu comment est-ce que ces virus étaient capables d'induire le cancer. Et donc ces virus, ils sont en fait relativement simples, ils sont en fait capables de coder 8 protéines, 2 protéines du capside et 6 protéines autres. Ces 6 protéines autres, vous doutez bien que pour se répliquer, le virus voulant se répliquer, 6 protéines, c'est pas assez. Et donc le virus, il doit détourner les protéines de sa cellule hôte. Et ce détournement, ce n'est pas une ou 2 protéines qui sont les plus fréquentes, les plus connues, donc P53 et RB. Cet interactome, en fait, ça représente entre 100 et 150 protéines pour les 2 protéines, disons, cruciales, les E6 et les E7. Par la suite, on a donc été capable de développer justement ce virus, cette capside virale. Ça a été toute une guerre, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que tout simplement, qui a en fait développé les premières particules virales, ça a une importance cruciale pour les royalties sur le virus. Et donc il y a eu des 15 ans de débat entre le NIH et les Australiens pour savoir qui étaient les premiers. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Les premiers donc, essais cliniques des vaccins datent de début 2000. 2007-2008, la première approbation du Cervarix et du Gardasil. Et la même année, on donne le prix Nobel à Harald Gerhardsen, quelle magnifique histoire. Et donc je devrais vous dire ici
fait, il n'y a plus rien à chercher. Je devrais arrêter tout simplement mes recherches. Et en fait, c'est vraiment pas le cas, et pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'en fait, encore à l'heure d'aujourd'hui, on parle de entre 700 et 750 000 cancers HPV positifs qui sont encore diagnostiqués chaque année dans le monde. Et alors, une chose qui est très importante ici à observer, c'est qu'en fait, vous pouvez en avoir dans le col, dans le vagin, la vulve, le col, le pénis, toute la sphère ORL, mais c'est quand même beaucoup plus fréquent au niveau du col. 20 fois plus par rapport au vagin. Nous allons y revenir par la suite. La deuxième chose à observer, c'est que cette vaccination fonctionne très très bien, mais les tendances à la chute de cette incidence des cancers HPV dépendants, c'est très très long. Tout simplement parce que les couvertures vaccinales, en Wallonie, nous ne sommes pas des champions, autant le dire franchement, cette couverture vaccinale sont encore beaucoup trop faibles, et notamment dans les pays qui payent le lourd tribut de ces cancers HPV, l'Afrique subsaharienne, où là les vaccinations n'en parlent presque pas encore. Et la troisième des raisons ici, c'est tout simplement, c'est quand on a donné le prix Nobel en 2008 à Harald Surhausen, en fait, il y avait 115 papillomavirus qui avaient été découverts. Et vous savez que durant la dernière décennie, il y a eu une explosion des séquençages, et c'est comme ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai regardé hier soir, on était à 443 papillomavirus, et non plus 115. Ça a été multiplié par 3. Est-ce qu'en fait la découverte pourrait expliquer les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas simplement 700 000 cas de cancer HPV, mais beaucoup plus? Eh bien peut-être bien. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces papillomavirus, ils sont en 5 catégories. Alpha, bêta, gamma, mu, nu, laissons-les sur le côté. Les alphas, c'est considéré comme les méchants. Ceux qui infectent les muqueuses et qui sont capables d'induire le cancer. Il y en a 14 qui sont considérés comme carcinogènes par l'Organisation mondiale de la santé. Les bêta et les gamma, c'est ceux que personne ne fait encore vraiment attention, et pourtant nous sommes tous infectés. Je dois vous le dire, ça fait partie de notre virome, de notre microbiote cutané. On en a chacun 20, 25 différents, et ils ne sont peut-être pas en fait si inoffensifs que ça. Il ira par la suite. Et au meilleur de ma connaissance, il existe 5 découvertes dans les 10-15 dernières années qui a suscité un intérêt énorme pour cette recherche sur les papillomavirus. La première, je ne vais pas y rentrer dans les détails pour rester dans le timing des 20 minutes, mais sachez qu'en fait, je vous ai dit que les papillomavirus sont capables d'induire des cancers pas simplement dans le tractus anogénital, mais également dans la sphère ORL, et ils sont capables d'infecter plus ou moins partout. La langue, la joue, l'oropharynx, le nasopharynx, les sinus. Et en fait, ces cancers ne se développent pas n'importe où, ils ont une prédisposition beaucoup plus importante dans l'amygdale, dans l'oropharynx. Or, si vous êtes un virus, vous souhaitez en fait échapper au système immunitaire. Et donc là, c'est la gueule du loup. C'est au milieu de milliards de lymphocytes, et c'est pourtant là où on découvre les dernières cohortes datant de 2024 en Angleterre, plus de 60% des cancers au niveau de l'amygdale sont HPV positifs, et les raisons sont totalement inconnues encore à l'heure d'aujourd'hui. Je vais rentrer dans les détails dans les 4 autres. Tout d'abord, commençons par les bêta-HPV ou gamma de notre flore cutanée et le développement des cancers de la peau. Pour faire simple, les alpha et les bêta, j'aurais pu mettre bêta et gamma, sont relativement proches. D'ailleurs, petite aparté, on considère toujours l'homme comme étant en fait l'être supérieur. Vous savez que dans notre ADN, 3 milliards 300 millions de paires de bases, il n'y a en fait que 15% de séquences codantes des gènes. Vous voyez, les virus ici, il n'y a aucune séquence qui est inutile. Ils sont d'une perfection, en fait, ces virus, et là, on est en train de se dire, est-ce qu'on est vraiment l'être le plus supérieur? Je ne vais pas rentrer dans cette considération-là. Sachez juste qu'entre alpha et bêta ou gamma papillomavirus, il y a 3 petites différences. La première, pas vraiment très importante, les alphas sont un tout petit peu plus grands au niveau de leur génome, 500 paires de bases. Ils codent pour une protéine en plus, E5. Une chose qui est très importante ici, les alphas sont capables de s'intégrer dans l'ADN de l'hôte. Ce ne sont bien entendu pas des lentivirus, c'est pas HIV par exemple, bien sûr, mais ils sont capables, les alphas, en fait, contrairement aux autres, d'induire une instabilité génomique qui, en fait, parfois dans une réplication, par accident, vont faire en sorte que, hop, ils vont s'intégrer dans l'ADN de l'hôte, avec comme conséquence, bien entendu, qu'ils deviennent en fait un petit peu immortels. Et donc la persistance virale devient forcément une évidence, et si vous avez une persistance d'un oncogène, je vous donne en 1000, la probabilité d'avoir un cancer est bien entendu plus importante aussi.
Et ces bêtas n'ont justement pas cette capacité-là. Alors à l'heure d'aujourd'hui, on parle, l'Organisation mondiale de la santé, comme je vous l'ai dit, a catégorisé 14 génotypes comme étant cancérigènes. 7 sont à la base du vaccin. Le Gardasil 9 en cible justement 7 différents. Et pour les bêtas, on les considère comme étant totalement inoffensifs, à l'exception d'une condition très particulière et qu'on appelle l'épidermodysplasie juriciforme, qui sont en fait les patients arbres, patients qui développent énormément de croûte. Et en fait, on voit que la charge virale du microbiote cutané explose chez ces patients qui sont immunodéprimés génétiquement. Et l'HPV 5 et 8, dans cette catégorie-là, l'OMS les considère comme possiblement cancérigènes, parce qu'on sait que ces patients ont entre 30 et 60% de chances de développer à un moment donné un cancer cutané. Est-ce que c'est simplement ceux-là? Est-ce que c'est simplement dans cette condition? Eh bien, en fait, la première étude qui a été réalisée il y a maintenant une quinzaine d'années, à Lyon, par Massimo Tomasino, en l'occurrence, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une souris et ils ont pris un gène qui est exprimé au niveau de la peau, la kératine 14. Ils ont enlevé le gène et ils ont mis à la place E6 E7 d'un bêta-papillomavirus, le 38. Et que se passe-t-il chez ces petites souris? 2 ans plus tard, rien. Elles vont très bien, elles ne développent rien. Si vous prenez des souris normales qui n'ont pas justement ce bêta-papillomavirus constitutivement exprimé au niveau de la peau, là aussi vous leur mettez des UV, en gros vous leur mettez 2 fois ou 3 fois semaine des coups de soleil, et elles vont très bien. Aucun souci. Si vous avez les deux ensemble, les coups de soleil plus les bêta-HPV, dans 80% des cas, après 30 semaines, vous voyez un cancer apparaître. Donc, les deux sont relativement inoffensifs. Les deux ensemble, c'est une sorte de cocktail explosif. Et c'est la première évidence comme ça. Ça a été critiqué parce que c'est un modèle artificiel, vous allez me dire. On exprime très fortement, donc forcément, c'est pas tout à fait naturel ce qui se passe. Un tout petit peu plus tard, en fait, la même étude, et la même équipe, et une autre équipe, en fait, du DKFZ d'Heidelberg, les enfants d'Harald Zurhausen, enfin les enfants, les successeurs d'Harald Zurhausen, le prix Nobel, ils ont fait une autre étude, ils ont pris des souris toujours, et ils ont pris un papillomavirus murin, qui était à 99% exactement similaire par rapport à un bêta-papillomavirus humain. Ils les ont infectés, à nouveau, que se passe-t-il? Si vous ne mettez pas d'UV, il ne se passe rien. Si vous mettez des UV 3 fois semaine, un cancer de la peau, dans 80% des cas, après environ 50 à 60 semaines. Autre hyper importante observation, ils se sont rendus compte qu'il y avait le développement de cancer de la peau, donc spinocellulaire, et vous aviez des bien différenciés et des faiblement différenciés. Pour les pathologistes d'entre vous, vous savez que bien différencié, ça veut dire que c'est encore une architecture relativement proche de la peau normale. Si c'est faiblement différencié, par contre, là on a perdu complètement cette architecture. Et quand c'est bien différencié, le virus, il est toujours là. Quand c'est pas bien différencié, au contraire, le virus, il est parti. Oh. Comment est-ce possible ça? Et en fait, la théorie qui est arrivée maintenant, qui est communément exprimée, on a donc un microbiote cutané. En cas d'immunosuppression, vous avez ce virome cutané qui explose, qui devient extrêmement élevé. Que se passe-t-il? Le virus, je vous l'ai dit, il ne veut pas induire le cancer. Le virus, il veut juste se répliquer, comme tous les autres virus. Et donc, en se répliquant, il détourne les machineries de réplication, les machineries de réparation de l'ADN, et en détournant ça, que se passe-t-il? Les mutations qui sont causées par les radiations du soleil, les UV, sont tout simplement moins bien réparées. Et donc cette accumulation-là de mutations conduit au cancer. Si le cancer se dédifférencie, le virus, en fait, la cellule hôte est tellement devenue anarchique pour lui qu'il n'a d'autre choix que de partir ou de mourir de sa belle mort. Et c'est ce qu'on appelle le mécanisme de HIT, initiation à la cancérisation, et run. En fait, il part parce que le milieu n'est plus du tout favorable pour lui. Et ce mécanisme de hit and run est en fait hyper important parce qu'il y a 2 points importants ici. Le run, ça explique pourquoi durant 40-50 ans, les bêta et les gamma papillomavirus sont passés complètement en dessous du radar. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on regardait dans le cancer. Mais quand on regarde dans le cancer, on ne voit plus rien. Il a agi avant. Et c'est maintenant que quand on les regarde dans les kératoses actiniques ou dans les maladies de Bowen, là on voit exploser justement ce microbiote cutané, ce virome cutané. Deuxième point important, vous allez dire, ouais,
effectivement, le lien entre l'immunosuppression et les cancers de la peau, ça ne date pas d'hier, c'est une étude de Lancet de 1971. Et vous allez me dire, oui, mais ce que tu me montres là, ce n'est jamais que sur certains patients, en fait. Les patients HIV sans trithérapie, les greffés, mais c'est relativement rare. Et bien en fait, ça ne cesse d'augmenter tout simplement parce qu'on a de plus en plus de patients qui sont traités par immunosuppresseurs. Les patients avec les maladies chroniques inflammatoires, telles que Crohn, telles que les polyarthrites rhumatoïdes, sont traités par des TNF-alpha, des anti-LA, anti-L17. Et ces patients-là, mon meilleur ami est d'ailleurs traité comme ça, et on lui dit, écoute, va voir ton dermatologue toutes les années parce que tu as un risque de cancer plus important. Et bien, très probablement, la raison de ce risque de cancer, je vous le montre ici au niveau de cette dia. Ça date de 2 ou 3 ans, en fait, ceci. La deuxième chose que je voulais vous mettre un petit peu en évidence, même la troisième et la deuxième un petit peu plus en évidence ici, c'est par rapport aux variants. En fait, je vous ai menti. Je vous ai dit 443 papillomavirus. C'est en fait, si je compte simplement des génotypes différents. S'il y a plus de 10% de différence, on considère que c'est 2 virus différents. Si par contre il y a moins de 10% de différence, on considère que c'est un variant. Et moins de 1% de différence, c'est un sous-variant. Et c'est comme ça que, par exemple ici vous avez un arbre phylogénétique de l'HPV16, une partie, je vous assure bien, pour chaque virus différent, il y a entre 100 et 150 variants ou sous-variants différents. Et vous avez donc les variants A, B, C, D et les sous-variants A1, A2, A3 et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'ils sont répartis d'une manière homogène au niveau mondial? Eh bien en fait pas du tout. On voit que chez nous en Europe, c'est principalement le bleu, le A1 et le A2 qui prédominent, alors qu'en Asie, on est sur le A3, A4, c'est plus ou moins le rouge. En Afrique, ce sont les variants B, les variants C, les verts, et en Amérique du Sud, on voit apparaître les mauves, les D, environ dans 20 à 25% des cas. Est-ce que ça a vraiment beaucoup d'intérêt? Eh bien, en fait, la première étude qui est sortie dans JNCI en 2016, a montré sur plus de 3000 patients qu'en fait, avoir un HPV, avoir un variant différent, pouvait avoir des grandes conséquences. On se rend compte comme ça que les variants C et les variants D ont entre 2 et parfois 7 fois plus de chances de développer un cancer, en gros que le cycle viral soit 2 à 7 fois plus dangereux pour développer un cancer. D'autres études sont arrivées par la suite qui ont montré la même chose. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est assez difficile, je dois vous avouer. Mais je pense que tout simplement, je vous ai parlé que les protéines du virus sont capables de détourner des protéines de l'hôte, et c'est environ un interactome d'une centaine à 150 protéines. Si vous avez une protéine, ces interactions protéine-protéine, ce n'est pas sur l'ensemble de la séquence qu'elles se produisent. C'est 2 ou 3 acides aminés tout au plus. E6 se lie avec P53 sur 3 acides aminés. E7 sur RB, la protéine du rétinoblastome, sur 4 acides aminés. Et donc si vous avez des toutes petites modifications de séquence de 3 ou 4 acides aminés tout au plus, ça va changer probablement que le virus, à la place d'interagir avec 150 protéines de l'hôte, il va être capable d'interagir avec 140 protéines de l'hôte, ou 160 protéines de l'hôte. Et ces petites différences vont probablement expliquer la raison pour laquelle certains sont plus à risque que d'autres de développer des cancers. Et donc vous savez probablement que maintenant la cytologie a été mise de côté au profit du test HPV en première ligne au niveau de gynéco. Il n'est pas impossible que dans les prochaines années, on ait un séquençage pour aller encore plus loin, parce que tous les gynécologues le savent, avoir un HPV16 ne signifie pas qu'avoir le cancer. Et donc, parmi les HPV16, quel HPV16 est-ce que le patient a? Et donc ça, c'est probablement la suite justement de ces études justement au niveau de la gynéco. Passons au troisième point que je voulais aborder en détail, c'était la cellule cible, qui moi m'intéresse énormément. Durant des années, jusqu'au niveau du prix Nobel, avant 2010-2012, on a considéré un seul type d'infection. Le virus doit infecter un épithélium pluristratifié. Donc en gros, la peau, les muqueuses au niveau de la ORL, les muqueuses anogénitales, et c'est le kératinocyte basal de cet épithélium pluristratifié qui est à l'origine de toutes ces infections, et donc le cycle viral persistant conduit à une lésion précancéreuse et puis un cancer. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, je vous l'ai dit au tout début, le cancer du col il est 20 fois plus fréquent que son homologue du vagin. Or, ce serait le même épithélium, le même agent causal. Comme bizarre ça, 2 fois. Et puis, les pathologistes le savent depuis les années 60, le cancer du col il se développe par n'importe où.
il se développe à une jonction. Le col, c'est en fait un endroit fascinant. Vous avez la rencontre entre un épithélium pluristratifié du vagin et du col externe et un épithélium glandulaire de l'endocole. Et donc, à un moment donné, vous avez une jonction. C'est là que le cancer se développe. On le sait bien depuis longtemps. Et en plus de ça, dans le cancer du col, je vous ai dit il y en a deux. Il y a le cancer épidermoïde et l'adénocarcinome. Et donc, tout ça, ce sont des différences, mais ce serait la même théorie. Quand même louche, ça. Et c'est comme ça que durant mon postdoc aux États-Unis, mon patron m'a dit, écoute, on va travailler là-dessus, on va se focaliser sur la jonction. Et dans cette jonction, vous voyez donc sur votre gauche ici, un épithélium pluristratifié, un épithélium glandulaire sur votre droite, et au milieu, quand on avait la chance que les coupes étaient juste bien mises, on a vu qu'il y avait en fait une petite population de cellules puboïdes, glandulaires immatures, si vous préférez. Grâce aux nouvelles technologies, on les a microdisséquées, on a analysé leurs transcriptome, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on avait affaire à une population cellulaire totalement différente. On a donc pris leurs marqueurs surexprimés ou spécifiques. Je vous donne l'exemple de la kératine 7 ici, où vous voyez que seules les petites cellules cuboïdes de la jonction sont positives. On a fait des marquages, on a regardé si les précancers et les cancers l'exprimaient aussi, et là, aux surprises, on s'est rendu compte que 90% des cancers épidermoïdes et adénocarcinomes en fait, exprimaient ces marqueurs spécifiques, voulant dire qu'on avait affaire à probablement la cellule d'origine du cancer du col, ici, et non pas le kératinocyte, comme on l'avait souvent un petit peu mentionné. C'était une évidence indirecte, et donc j'ai toujours voulu, durant les 10 années qui ont suivi, avoir la vraie évidence. Et je vais vous la montrer en priorité, je ne les ai jamais encore montrées. En 2023, j'ai eu la chance par le FNRS d'avoir un Audacious Medical Grant, donc basé sur une idée, mais pas de résultats préliminaires. J'avais un feeling, et ils m'ont donné un petit peu d'argent qui me permettent de dire que maintenant, je pense que le FNRS avait probablement raison de me financer, enfin, très modestement, bien entendu. J'espère vous convaincre vous aussi, bien entendu. Il existe des cancers qui sont fascinants, car entre 1 et 5% des patients développent un cancer où il y a ce qu'on appelle un adénosquameux, une partie épidermoïde et une partie glandulaire. Donc elles ont la malchance d'avoir les deux types en même temps. Ce qu'on a réalisé ici, c'est qu'on en a récupéré, en fait, ils sont relativement rares, on en a maintenant plus de 15. On a maintenant ici, on les a microdisséqués, ces cancers, chez la même patiente, et on a une technologie qui est apparue en fait très récemment, c'est des collaborateurs de Paris, qui consiste, on extrait l'ADN des deux côtés, on fragmente, et puis on utilise des sondes biotinylées pour 22 000 sondes différentes, pour tous les HPV différents et tous les variants différents. On fait une capture, biotine adore la streptavidine, on récupère toutes les séquences qui ont été attrapées par ces petites sondes, et on les séquence. Ce qui a l'avantage de savoir exactement quel variant, quel sous-variant nous avons, et ça a un grand avantage également quand on a une sonde qui est en fait à la jonction, quand il y a une intégration. On a la sonde virale, mais on a également la possibilité de voir où il s'est intégré grâce en fait à la séquence de l'ADN de l'autre qui continue. Et là ici, maintenant je peux vous le dire totalement, je ne les ai jamais montrés, c'est pour 10 patients ici, on a en fait une quinzaine de patients maintenant, pour le cancer épidermoïde et l'adénocarcinome, c'est le même génotype. C'est exactement le même variant, le même sous-variant, le même statut HPV, intégré ou épisomal. S'il est intégré, il est intégré dans le même chromosome, à exactement la même position sur 3 milliards 300 millions de paires de bases. Et s'il y a intégration, de temps en temps, on perd une partie du génome viral. Vous voyez ici, par exemple, il y a 1000 paires de bases qui ont complètement disparu, qui n'ont pas été séquencées. C'est exactement les mêmes dans le carcinome épidermoïde et dans l'adénocarcinome. Et c'est la preuve qu'en fait, pour la première fois dans une pathologie humaine, l'adénocarcinome et le carcinome épidermoïde proviennent de la même cellule d'origine. Ni dans le poumon, ni au niveau du col, on n'a jamais en fait détecté ça. Et je peux vous assurer que ce sera très probablement la prochaine très grosse étude de mon laboratoire. Elle est en train de se terminer maintenant. On a fait tous des séquençages, maintenant on en a vraiment la preuve. La preuve qu'une cellule est capable de donner 2 cancers différents, est capable d'être pluripotente. Et donc, il y a donc la théorie qui était originalement acceptée, l'épithélium pluristratifié et son kératinocyte basal, qui représente en fait 10% des cancers épidermoïdes au niveau du col, et c'est bien entendu
la vraie hypothèse, la vraie théorie pour les cancers du vagin, le cancer de la vulve, c'est 100% là. Par contre, pour le col, et ben maintenant, on met cette cellule justement jonctionnelle est capable d'être infectée aussi, et ça représente environ 9 cas sur 10 de cancer épidermoïde et environ virtuellement 100% des adénocarcinomes au niveau du col. Je vais terminer par montrer que cette recherche expérimentale peut avoir des conséquences cliniques vraiment très importantes. Mieux comprendre une maladie permet de mieux traiter nos patients. En fait, on sait que quand il y a un site où il peut y avoir des cancers HPV et des cancers non HPV, comme c'est le cas notamment de l'oropharynx, comme c'est le cas du canal anal, c'est une étude que l'on a réalisée avec des collaborateurs français, systématiquement, quand ils sont HPV positifs, ils sont de meilleurs pronostics. Et très nettement de meilleurs pronostics. On est sur du 50% de réduction de mort et de 50% de récidive. Et donc ça, il y a deux possibilités. Soit les HPV, les cancers HPV sont moins agressifs, soit ils répondent mieux à une thérapie. Et en fait, ils répondent mieux à une thérapie. Et pas n'importe laquelle. On considère toujours que la chimio-radiothérapie, c'est vieux, et donc la thérapie ciblée, c'est mieux. Et la thérapie ciblée, qui est un peu plus vieille que l'immunothérapie, c'est mieux aussi. Parce que forcément, ce qui est nouveau est forcément meilleur. Et bien ici, c'est exactement l'inverse. Tout simplement parce qu'une grosse étude de phase 3, oui je dis bien de phase 3 dans l'ANSET, l'a montré il y a quelques années d'ici, qu'en fait, pour les cancers HPV dépendants, rien ne vaut la bonne vieille radiothérapie et chimiothérapie cisplatine dépendante capable de causer des cassures à l'ADN. Et par rapport au cetuximab, ils ont dépensé des millions justement d'euros pour faire ça, et on s'est rendu compte qu'en fait la radiochimiothérapie était tout simplement meilleure. Pour expliquer ça, il y a bien entendu des théories d'hypoxie, des théories qu'il y a des nœuds antigènes viraux et donc un micro-environnement immunitaire plus intéressant. Il y a surtout autre chose, comme je vous ai dit, le virus, que veut-il faire? Il veut induire le cancer? Non, il veut se répliquer. Et donc s'il se réplique, il détourne les machineries de réplication et les machineries de réparation de l'ADN. Et donc si artificiellement vous cassez cet ADN, par la cisplatine, par une chimiothérapie touchant l'ADN ou par la radiothérapie, que se passe-t-il? Elles sont moins bien réparées. Et si ils accumulent des mutations comme ça artificiellement, la cellule n'a d'autre choix que de mourir. Et donc ça explique une radiosensibilité, une radiochimiosensibilité beaucoup plus importante chez ces cancers justement HPV dépendants. Et la raison pour laquelle ces HPV+, en fait, faute de mieux, c'est même pas faute de mieux, c'est continuons à donner quand c'est possible de la radiochimiothérapie parce que ça fonctionne extrêmement bien. Ça, c'est quelques projets qui sont toujours en cours au sein du laboratoire. Je vais vous en faire abstraction ici. On a toujours 5 études, plus 4 études sur l'immunothérapie au niveau du laboratoire. On s'intéresse notamment maintenant sur le polymavirus de Merkel et comment il détourne lui aussi les réparations de l'ADN. On s'intéresse au cycle viral dans les adénocarcinomes qui sont totalement inconnus. Et ces cellules de jonction qui sont à l'origine des cancers du col, on en est maintenant totalement sûr. On s'intéresse surtout à savoir, en fait, qu'est-ce qui les sent? Pourquoi celle-là? Est-ce que c'est une entrée plus facile? Est-ce que c'est une reconnaissance immunitaire plus compliquée quand l'infection arrive dans ce point-là? Ce sont des questions que l'on se pose au sein du laboratoire. Je remercie bien entendu tout mon laboratoire et tous les collaborateurs, beaucoup au niveau de l'Institut GIGA des plateformes, ainsi que bien entendu les financiers, sans qui nous pourrions faire des recherches. Et je terminerai sur peut-être un petit mot. On ne guérira jamais en fait une maladie que l'on ne comprend pas, mais chaque maladie peut être considérée comme un puzzle. Et quand on la comprend, ça explique bien des choses en fait. Le virus ne veut pas tuer son hôte, mais simplement se répliquer. L'autre, lui, il veut l'éliminer. Le cancer n'est en fait qu'un effet secondaire du cycle viral. Et quand vous avez compris ça, ça vous donne la vulnérabilité tout simplement vers certains traitements, notamment la radiochimiothérapie, expliquant les bons pronostics de nos patients. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour ce très bel exposé. Est-ce que vous êtes d'accord de répondre à quelques questions peut-être qui avaient sans audience? J'avais juste une petite chose à dire, c'est qu'on pouvait encore ajouter un prix Nobel, puisque Albert Claude a en fait obtenu les cellules du cancer de Rousse, et c'est lui qui a montré que le matériel génétique du virus était en fait à l'origine du cancer.
C'est à quoi que vous me dites ça? Parce qu'en fait, hier, j'ai hésité à rajouter sur mon histoire, et je me suis dit, ah non, on ne va pas rentrer, je n'ai mis une seule personne pour un seul virus, et je n'ai pas mis deux, donc vous avez tout à fait raison. Oui. Merci pour cette très belle donnée sur l'adénocarcinome et les carcinomes hyperdermoïdes. Et ces données convaincantes. Donc, à un moment donné, une seule cellule est à l'origine des deux cancers. Vous montrez même que c'est sans doute donc, le même virus, la même cellule. Pourtant, on a deux phénotypes. Et donc, il y a un endroit où il faut une bifurcation. Et oui. Il y a un moment donné où il faut. Alors, est-ce que vous avez déjà des pistes sur quels sont les mécanismes qui font que chez la majorité, on va basculer vers un carcinome hyperdermoïde, une minorité, un adénocarcinome, et encore une plus petite minorité, les deux phénotypes chez la même patiente? Oui, on a des pistes. Ça fait partie de la poursuite justement de cette étude-là. Justement, ici, c'est une excellente question, justement. On le sait, je peux vous le dire quasiment avec certitude pour le carcinome épidermoïde. En fait, une fois que vous avez cette infection, et donc vous avez une intégration ici, en l'occurrence, une instabilité génomique, vous avez une accumulation de mutations, et en fait, il y a très souvent des mutations activatrices d'une voie de signalisation vers la différenciation épidermoïde, qui est en fait la voie WNT. Et c'est dans tous les carcinomes épidermoïdes, ici, on voit systématiquement cette mutation activatrice dans cette voie. Donc c'est très probablement le dénominateur commun de pourquoi est-ce qu'une partie va vers le carcinome épidermoïde. Pourquoi est-ce qu'une autre partie, par contre, se différencie en adénocarcinome? Aucune idée. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. On ne sait même pas à l'heure d'aujourd'hui qu'est-ce qui cause justement cette différenciation vraiment glandulaire. On ne sait pas. Et c'est même encore plus compliqué que ça, parce qu'en fait, vous avez mis le doigt sur un point qui est extrêmement important. Ce sont des cancers adénosquameux ici. Il existe des cancers épidermoïdes seuls et des adénocarcinomes seuls. Et on s'attendrait à, en fait, ils proviennent de la même cellule parce qu'ils expriment les mêmes marqueurs, et on s'attendrait à ce que ce soit les mêmes génotypes, la même proportion. Eh bien, ce n'est pas le cas. Dans le carcinome épidermoïde, vous avez, si on reprend que l'HPV-16 et l'HPV-18 qui sont à la base du vaccin, carcinome épidermoïde c'est 55 d'HPV-16, 15% d'HPV-18. Dans l'adénocarcinome, c'est 45% d'HPV-18 pour simplement 40% d'HPV-16. Pourquoi? Car l'HPV-18 comme, je vais dire, facilité à différencier vers une glande que l'autre n'a pas. À nouveau, on doit très probablement regarder par rapport à l'interactome. Il doit probablement avoir 2-3 petites protéines qui vont interagir sur une voie particulière, qui vont donner cet avantage pour se différencier d'un côté ou par rapport à l'autre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est une question qui est absolument inconnue aujourd'hui. Je peux vous dire WNT, oui, pour la différenciation épidermoïde. Pour la différenciation glandulaire, je ne sais pas. Merci aussi pour ce très beau travail, ce très bel exposé. Et j'ai une petite question parce que concernant les UV, tu as bien montré que c'était un facteur essentiel pour déclencher les tumeurs, et tu l'expliques par l'induction par les UV de mutations qui vont effectivement empêcher la réparation ADN. Mais moi, j'ai fait une observation avec mes patients, mais aussi les personnes qui sont porteuses d'herpès, c'est que quand ils vont à la montagne, donc où les UV sont beaucoup plus importants, ils réveillent leur herpès de manière floride, l'herpès simplex. Donc il doit y avoir un effet des UV qui est immédiat, quelque chose qui est immédiat. Au niveau de l'herpès, je dois vous avouer que je ne connais absolument pas. Par contre, il doit très probablement avoir quelque chose, parce que il y a tout un facteur inflammatoire qui est avec elle ici. Ici, je ne parle que UV, mutation, développement cancéreux, mais très probablement que ces UV conduisent à une inflammation qui est importante, qui, au fur et à mesure du temps, on sait que l'inflammation aiguë, inflammation chronique, ça n'a rien à voir, et donc vous devez probablement avoir à un moment donné, au niveau local, avoir une immunotolérance qui apparaît pour réduire justement cette inflammation aiguë, et que cette immunotolérance serait liée justement à cette réactivation du virus, en tout cas pour l'herpès. En ce qui concerne ici, c'est vraiment un effet, je vais dire, c'est pas l'effet indirect UV inflammation, c'est l'effet direct cassure. Je ne dis pas que l'un n'est pas lié à l'autre, hein. Je ne vais certainement pas dire ça.
Y a-t-il une question sur Internet? Non, pas de question sur Internet non plus alors. Merci beaucoup. Je vous en prie.